Il faut le partager, en discuter. On ne demande pas non plus de tout raconter dans les moindres détails, de vendre la mèche et de tout expliquer. Mais l'idée, c'est une chose, mais le plus dur, c'est de la développer. Et la développer, c'est la personne et l'équipe qui fait qu'une idée devient réalité finalement et devient concrète. Et sans ces éléments-là, sans cette team-là, l'idée n'est rien. Il y a plein de gens qui ont de très bonnes idées, mais qui n'arrivent jamais à la concrétiser ou à la développer. Donc c'est la preuve que c'est rien. Et d'ailleurs, on ne lève pas des fonds à partir d'une idée, on lève des fonds à partir d'un projet, quelque chose qui a été testé avec une équipe, et ils investissent principalement dans l'équipe plutôt que dans l'idée à la base. Mais voilà, c'est vraiment une corrélation des deux qui font que le projet existe. Ok, on est parti. Déjà, Ilan, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Bienvenue dans ce podcast. Je t'ai invité parce que tu as fondé Boxify. Tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer ce que fait ta startup ? En gros, c'est très très simple. Donc, on résout un problème que beaucoup de gens ont, c'est un manque de place. Okay. Donc, quand des gens n'ont pas assez de place chez eux pour stocker leurs affaires, on est la solution. Donc, on vient chez eux récupérer leurs affaires gratuitement dans la plupart des cas. On leur apporte des boîtes s'ils en ont besoin et on les stocke pour eux. Donc, ils ne doivent même pas se déplacer. Okay. Une fois que leurs biens sont stockés, ils voient tout ce qu'ils stockent directement sur leur compte personnel grâce à une photo et un descriptif. Okay. Et quand ils en ont besoin, on ramène les affaires chez eux. 7 jours sur 7, c'est hyper facile. C'est trop bien. Ouais, c'est super facile, c'est pratique. Ouais. Et l'avantage aussi, c'est qu'avec notre service, le client ne paye que l'espace qui est réellement utilisé par les objets et rien d'autre. Donc, il n'a pas un box et même s'il ne le remplit pas, il devra payer l'entité du box. Non, chez nous, il ne paye que ce qu'il utilise. Donc, si d'un mois à un autre, il stocke moins en plus, mais on réadapte automatiquement son espace. C'est beaucoup plus souple qu'un champ-garde, par exemple. Beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple. Et en plus de ça, tu ne dois pas te déplacer, quoi. Tout à fait. C'est trop bien. Enfin, comment tu as eu l'idée ? Toi-même, tu as eu le problème, tu avais des choses à stocker. Alors, tu t'es dit, il y a une solution à apporter ou rien à voir ? Effectivement, donc j'ai eu ce genre de problématique dans ma vie, surtout avec mon père en fait, qui a énormément, qui déteste jeter. Ouais. Donc lui, il stocke et au final, à un moment, ça prend beaucoup de place et ça dérange un peu tout le monde. Et donc j'ai étudié un peu ce cas-là. Et je me suis rendu compte effectivement que c'était le cas de beaucoup de personnes, beaucoup de monde, en Belgique comme à l'étranger. Et en surfant sur Internet, je suis tombé sur ce service-là et cette solution-là aux États-Unis. Et j'ai décidé de la répliquer à la sauce belge, ici pour la Belgique. Il y avait beaucoup de différences par rapport au modèle américain ? Il y avait quand même quelques petites différences, effectivement, sachant que le marché belge et le marché américain n'est pas tout à fait le même. Ici aussi, on a, je veux dire, 2, si pas 3 langues principales sur le marché belge. Les mentalités sont différentes, la manière de consommer est différente aussi. Et les gens sont sensibles à d'autres facteurs aussi dans le service. C'est pour ça qu'on a vraiment adapté à notre marché local en ayant justement approché nos clientèles cibles, en leur demandant ce qui est important pour eux dans ce genre de service. Et c'est comme ça qu'on a développé Boxify. Et en fait, pourquoi tu t'es pas contenté d'utiliser un champ-garde par exemple ? Tu t'es dit, mon père doit stocker, je vais simplement prendre ça, l'amener chez champ-garde et puis hop, c'est fini, on n'en parle plus. Parce que ça tombait à un bon moment, ça tombait vers la fin de mes études aussi. Et voilà, j'ai toujours été un peu entrepreneur. J'ai commencé très tôt à organiser des événements pour étudiants. Donc on louait des boîtes de nuit avec un ami. Et on a fait ça pendant majoritairement nos études. Et suite à ça, je savais que je voulais me lancer dans une entreprise et une aventure entrepreneuriale. Et donc j'ai commencé à travailler sur cette problématique-là qui me concernait à ce moment-là. Et on a décidé. Donc tu as toujours voulu entreprendre, quoi. Enfin, ça t'est pas venu comme ça du jour au lendemain Je pense que j'ai toujours eu la fibre en moi. Après, effectivement, ça m'est pas venu du jour au lendemain. Quoique si, peut-être, mais très tôt, à 17 ans. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai toujours su que ma place, c'était avec mes 2 mains en train d'entreprendre plutôt que rester dans un bureau et de travailler, on va dire… pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre, voilà. Et ça t'est venu comment ? T'as entendu parler des success stories et tu t'es dit je veux faire la même chose ou… Pas spécialement. Je pense que je suis tombé sur une chose où j'avais des opportunités. Je l'ai bien senti, j'ai travaillé la chose. C'est vrai que j'ai fait aussi des études à background, gestion d'entreprise. Donc j'ai fait du marketing, la gestion d'entreprise. Ce qui a aussi peut-être un peu formaté la personne que je suis maintenant. Et donc, c'est un peu une voie sur laquelle j'ai avancé presque naturellement. Et donc c'est comme ça que je suis devenu, on va dire, entrepreneur, si on peut le dire, à ce niveau-là. Et donc tu avais déjà d'autres projets pendant tes études ? Tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu faisais à l'époque ?
Bah, à l'époque, c'est très simple. On louait des boîtes de nuit un certain nombre de fois par an et on organisait des événements pour des students entre 16 et 18 ans. Ok, donc des soirées. Voilà. Ok. Concrètement, c'était de l'événementiel qu'on faisait pour des gens qui avaient plus ou moins notre âge à la base, vu qu'on a commencé à 17 ans. Et puis ainsi de suite, c'est vraiment pour les étudiants, donc réto, 5e secondaire, principalement durant des périodes de fin d'examen, veille de jours fériés, des périodes où ils avaient le temps, effectivement, et l'opportunité d'avoir des congés le lendemain. C'était purement parce que ça vous faisait marrer de le faire ou il y avait une opportunité de faire un peu d'argent aussi Il y avait aussi une opportunité. Il y avait aussi une opportunité. À la base, je l'ai fait pourquoi? Parce que j'ai commencé à 16 ans à faire des jobs étudiants comme tous les étudiants. Et je trouvais qu'on travaillait beaucoup pour être payé pas grand-chose. Et donc j'ai vu qu'il y avait des étudiants qui faisaient ça, qui louaient des boîtes de nuit pour la fin de leurs études principalement, donc c'était des gens de réto. Je me suis dit s'ils le font, pourquoi pas moi? Et j'ai commencé comme ça, et puis ça fonctionnait bien, donc on a commencé à le faire plusieurs fois par an. Et on a commencé on a fait ça durant principalement 9 ans. 9 ans? Donc, voilà, donc j'ai fait ça jusqu'à mes 26 ans. Ok. Donc c'est limite une vraie boîte quoi? C'est presque une vraie boîte. Il y avait tout de la vraie boîte, effectivement, sauf peut-être la structure juridique. Mais voilà, effectivement, il y avait quasi tout d'une vraie boîte à ce niveau-là. Et donc tu as voulu passer à autre chose dans l'ensemble Boxify? J'ai voulu passer à autre chose, dans un autre secteur. Parce que le monde de la nuit, c'est sympa, mais faire sa vie dedans, c'est pas évident quoi. Pour moi, c'était pas ce que je voulais. Donc voilà, j'ai décidé de... Et donc tu organisais ces soirées en parallèle à tes études? Tout à fait. Tu arrivais à gérer les deux au niveau timing? C'était des fois très chaud. C'était des fois très chaud. Maintenant, voilà, on fait des fois des concessions d'un côté ou de l'autre. L'avantage avec les études, il y a des fois une seconde chance en août. Et donc, qui a permis des fois de Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai pas le temps d'entreprendre, j'ai pas le temps de me lancer, j'ai mes études. Ça prend du temps. Après, je veux dire, la vie prend du temps aussi. Ce que j'ai appris aussi, c'est à gérer mon temps et avoir du time management. Et voilà, je pense que dans une semaine de 7 jours et dans une journée de 24 heures, on a le temps de faire beaucoup de choses si on gère bien son temps. Et c'est la clé pour tout entrepreneur, je pense aussi, c'est de bien gérer son temps. Et donc, en lançant Boxify, tu as commencé petit, j'imagine. Est-ce que tu as d'abord testé ta demande je sais pas, en faisant un faux site internet, en voyant si les gens étaient intéressés? Ou est-ce que tu as directement proposé une offre? Alors, j'ai commencé petit, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai commencé tout doucement à proposer mon offre, mais pas via une passerelle internet d'abord. Et ensuite, j'ai commencé j'ai fait développer la plateforme assez vite, qui est une plateforme qui correspond à la plateforme qui est là actuellement, qui est une plateforme où le client peut commander, gérer ses affaires, qui est déjà bien aboutie, on va dire, pour ce qu'on appelle une MVP dans le jargon. Et donc, voilà, j'ai commencé assez vite à tester mon marché avec une plateforme professionnelle et une structure qui semblait en tout cas très professionnelle. Suite à ça, on a modifié certaines petites choses sur la plateforme pour vraiment un peu l'adapter et on l'a lancé officiellement en septembre 2016. Donc depuis septembre 2016, voilà, on est vraiment sur le marché. Les clients peuvent commander, gérer leurs affaires. Ça c'est vraiment live, on va dire, officiel depuis septembre 2016. Et là, je vais aussi te mettre un peu dans le secret des dieux, c'est que là, on est en train de préparer justement une nouvelle version de notre plateforme qui sortira d'ici quelques mois. Ah, génial. Et tu as dû beaucoup communiquer pour que les gens voient ce que c'est? Ou est-ce que tu as eu un bouche à oreille entre guillemets naturel? Alors, au début, il y a un bouche à oreille qui est plus dans ton cercle privé, je dirais les gens qui te connaissent. Maintenant, effectivement, avant d'avoir un bouche à oreille plutôt de la part de tes clients, ça prend énormément de temps. Donc, on communique, voilà, on a choisi certains axes de communication, certains axes gratuits, certains axes payants. Ça, c'est un choix aussi à faire en fonction du type de projet que tu as, que ce soit un service ou un produit. Je ne dis pas qu'à l'heure actuelle, on a les meilleurs axes et qu'on les gère à 100%. C'est, je veux dire, un combat et un travail presque journalier, justement pour optimiser les axes actuels, découvrir de nouveaux axes et continuer justement cette communication. C'est un cycle infini, quoi. C'est un cycle presque infini. Après, bon, je ne sais pas s'il est infini dans le temps, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une itération infinie. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut toujours se remettre en question et être sûr que, voilà, parce que non seulement les axes que tu as, tout bouge, que ce soit l'online ou l'offline, les choses bougent, les mentalités changent.
Voilà, c'est toutes sortes de choses comme ça. Des nouveaux secteurs et des nouveaux segments de clients qui peuvent apparaître, d'autres qui peuvent disparaître. Donc voilà, effectivement, c'est très évolutif et il faut tenir ça à l'œil presque constamment. Et donc nous, actuellement, effectivement, c'est ce qu'on fait. On n'a pas encore levé de fonds à l'heure actuelle, ce qui fait qu'on a des budgets assez restreints à ce niveau-là. On ne peut pas non plus communiquer je veux dire, avec des gros budgets et faire du mass média, mais on le fait de manière, on va dire, on essaie de le faire de manière la plus intelligente possible pour qu'on puisse tester les axes sans trop brûler d'argent à ce niveau-là, et que ça puisse effectivement aussi nous rapporter et qu'on puisse avancer à ce niveau-là. Mais c'est exactement ce que je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Traction. Tout à fait. Voilà. Je l'ai lu. Voilà, ils disent que je suis au début, mais tu as 19 chaînes et tu dois faire des tests sur chacune des chaînes et puis voir quelle chaîne mord le plus et puis tu te concentres sur une seule et puis tu recommences le processus tout à fait. Pour avoir ta traction. Très bonne lecture d'ailleurs. Ouais, on la recommande. Tu avais toutes les compétences au début quand tu t'es lancé ou tu t'es dit il y a des choses que je ne sais pas faire pour lancer ce business? Alors, je ne pense pas que quelqu'un peut dire qu'il avait toutes les compétences, parce qu'on ne les a jamais toutes, surtout pas en sortant des études. J'avais un background marketing d'études et j'avais un background de gestion d'entreprise d'études. Et on te dira toujours, rien de tel que le terrain pour apprendre. Et c'est vrai, j'aurais pu faire 10 ans, 15 ans, 20 ans d'études, je n'aurais jamais autant appris que ce que j'ai appris là en 2-3 ans. Parce que c'est vraiment quand tu es confronté à la problématique et au terrain que tu te rends compte de comment ça fonctionne, comment il faut résoudre le problème. Et sous quel angle l'attaquer aussi. Donc non, j'avais pas toutes les armes en main. J'avais certaines armes de gestion d'entreprise avec l'aspect chiffres, l'aspect marketing, tout ce qui était études de marché. Donc voilà, je savais où chercher les informations, je savais quel était le flow que je devais plus ou moins suivre. Mais j'ai vraiment appris vraiment avec le terrain. Et voilà, j'ai fait sans doute pas des erreurs, mais voilà, il y a certaines choses qui m'ont peut-être pris plus de temps alors que ça ne devrait pas. Mais voilà, au début, quand tu découvres, tu es obligé, effectivement, tu dois apprendre et tu dois vérifier par toi-même aussi que ce que tu as appris peut-être en théorie, sur la pratique, ça se confirme ou pas. Donc voilà, non, c'est en fait, c'est au jour le jour que je continue à m'armer de tous les outils pour pouvoir justement gérer une boîte et mener à bien toute une entreprise entrepreneuriale. Okay. Et tu as été aidé, coaché quand tu avais ces problèmes ou tu as été tout seul tout le chemin? Alors j'ai commencé à travailler tout seul et une fois que j'avais fait selon moi tout ce qu'il fallait, que j'avais tous les documents, j'ai voulu faire valider ça. Et donc là effectivement j'étais au niveau de la chambre de commerce de Bruxelles pour vraiment voir un peu s'il y avait des gens, notamment des pros comptables qui pouvaient un peu valider tout ce qui était chiffres, plans financiers. Et en finalement rencontrant des gens, en discutant avec des personnes, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait des sortes de programmes starter qui étaient proposés, certains gratuits, d'autres pas, pour pouvoir justement aider ces jeunes entrepreneurs qui débutaient à s'armer des bases pour pouvoir lancer et attaquer leur entreprise et leur projet. Et donc j'ai commencé à la chambre de commerce. Ensuite, je suis passé du côté de Impulse que j'ai été voir aussi. J'ai vraiment été voir à gauche, à droite, un peu partout. J'ai aussi été du côté de Solvay Entrepreneur et du Start Lab qui est dans un incubateur. Et donc on a été accueillis d'ailleurs dans l'incubateur de Solvay Entrepreneur. Et voilà, j'ai vraiment continué et je continue à l'heure actuelle à toquer à toutes les portes. Et tu sais ce qu'on dit, toutes les portes qui ne se ferment pas sont ouvertes. Donc fatalement, c'est ce qu'on continue à faire au jour le jour. Et je continue à apprendre encore et c'est ça qui est génial, c'est que tu apprends tous les jours. Tu n'as pas hésité à parler de ton idée, à la présenter aux gens quoi. Au début, alors par définition, au début l'entrepreneur, il est toujours un peu réfractaire de partager son idée en disant oui mais si j'en dis trop, quelqu'un va me la piquer. Ce qu'on apprend très vite aussi, c'est que l'idée c'est un faible pourcentage, on va dire de l'iceberg ou de la maison qu'on essaie de construire finalement. C'est pas en le gardant pour soi qu'on va avancer, il faut le partager, en discuter. On ne demande pas non plus de tout raconter dans les moindres détails, de vendre la mèche et de tout expliquer. Mais l'idée c'est une chose, mais le plus dur c'est de la développer. Et la développer, c'est la personne et l'équipe qui fait qu'une idée devient réalité finalement et devient concrète. Et sans ces éléments-là, sans cette team-là, l'idée n'est rien. Il y a plein de gens qui ont de très bonnes idées mais qui n'arrivent jamais à la concrétiser ou à la développer. Donc c'est la preuve que c'est rien. Et d'ailleurs, on ne lève pas des fonds à partir d'une idée.
on lève des fonds à partir d'un projet, quelque chose qui a été testé avec une équipe et ils investissent principalement dans l'équipe plutôt que dans l'idée à la base. Mais voilà, c'est vraiment une corrélation des deux qui font que le projet existe en fait. En parlant d'associés, tu n'as pas d'associé Non, je n'ai pas d'associé dans Boxify. Tu n'en as pas eu besoin ou... Mais écoute, naturellement, j'ai commencé à développer tout seul et puis il s'est fait que voilà. J'ai pas eu besoin ou pris d'associé en tout cas dans l'entreprise. Et à l'heure actuellement, j'ai plutôt des collaborateurs que des associés et ça fonctionne très bien comme ça. Ce qui vaut peut-être mieux parce qu'en général, quand un projet se plante, il y a un problème dans l'équipe. Donc, ça peut être une des raisons, effectivement. C'est ce que j'entends beaucoup, en tout cas. C'est possible, effectivement. J'ai pas encore expérimenté ça, donc je peux pas en parler. Mais c'est sûr que déjà quand un associé, effectivement, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et c'est pas facile d'avoir un associé. J'ai eu un associé pendant longtemps dans l'événementiel et j'ai toujours un associé dans une autre boîte aussi dans laquelle je suis associé. Ça se passe très bien parce qu'on se connaît et qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Je crois que voilà, c'est aussi une question de profil et de savoir travailler avec quelqu'un. Maintenant, de Boxify, ce n'est pas venu, je veux dire, j'ai pas eu l'opportunité spécialement. Il n'y a pas quelqu'un, je me suis dit, waouh, lui vraiment, ce sera le top profil, il veut rejoindre la boîte, on se comprend très bien, c'est la même longueur d'onde. Ce qui est très dur aussi quand un associé rejoint le bateau, je veux dire, ou le train en marche, c'est qu'il a peut-être aussi un peu de mal à s'approprier l'idée et à être aussi involved et impliqué que toi. C'est ça qui est un peu dur. Maintenant, quand un associé, ça avance aussi beaucoup plus vite. C'est la force de frappe est décuplée fatalement. Quand tu es tout seul, tu es face à toi-même et c'est plus dur et ça prend plus de temps. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients, je pense, dans les deux. Je pense pas que le fait d'avoir un associé fait que tu te plantes plus rapidement ou pas. Je pense en tout cas qu'un associé, c'est une force avant tout. Je pense que la majorité des coachs en entreprise le disent. Il faut une team et tout seul c'est très très dur et je pense qu'il y en a très très peu qui arrivent tout seul à monter un truc successful au final. Et je le vois au jour le jour, c'est très dur d'être tout seul. Maintenant voilà, pour le moment ça n'est pas... Pour l'instant, t'arrives à avancer. Il n'y a pas eu d'opportunité à ce niveau-là. Ça se peut que plus tard, un associé vienne rejoindre la société. Bien sûr, on n'est jamais fermé à tout ça à ce niveau-là. Ok. Et donc, au début, tu lances ta plateforme, tu commences à avoir des demandes. Comment ça se passe? C'est toi qui allais chez les gens chercher les affaires? Et où est-ce que tu stockes tout ça? Alors effectivement, très vite, voilà, quand tu es tout seul au début, tu es un peu au four et au moulin, comme on dit. Donc voilà, effectivement, c'est moi qui faisais le commercial au niveau des clients, que ce soit au téléphone ou via notre plateforme, par mail également. Ensuite, une fois que le client commande, on va dire, ou a commandé la solution, il fallait la délivrer. Donc effectivement, c'était moi en camionnette qui venait délivrer la solution. Et une fois voilà, que le client a besoin de récupérer ses affaires, c'est toujours moi qui le faisais. Donc, effectivement, je m'occupais de tous les postes au niveau de l'entreprise, aussi bien de la logistique que l'administratif, que la vente, qu'une partie du marketing, fatalement, la communication. Voilà. Mais c'est très très dur de se focaliser sur tout. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, effectivement, j'ai décidé d'accueillir à bras ouverts, bien sûr, des stagiaires afin de m'aider dans mes tâches au jour le jour. Et d'accueillir également quelqu'un qui s'occupe de la logistique au day-to-day, qui permet effectivement de grandir et de m'aider et de délivrer effectivement et qu'on ait vraiment, je veux dire, un service nickel. Et c'est ce qu'on vise, c'est vraiment que nos clients soient satisfaits au niveau du premier contact, mais également dans l'utilisation du service, mais également après. Et c'est ce qu'on vise chez Boxify, et je pense que c'est une de nos forces, en plus de la flexibilité et de la réactivité qu'on a. C'est vraiment le service client et on essaie vraiment qu'il soit à 5 étoiles parce que voilà, un client content c'est normal, un client pas content chez nous c'est pas normal et c'est le client qui va effectivement faire de la mauvaise pub pour toi. Et donc c'est même d'ailleurs pour ça, on a majoritairement des clients très contents et c'est pour ça que le bouche à oreille, je veux dire, se passe très très bien à ce niveau-là. Tout à fait. Tu dis c'est un super service, donc j'en parle d'office à quelqu'un qui doit ranger 4 autres d'affaires chez lui, quoi. Exactement. Et en dehors du service qui est génial, c'est, je veux dire, l'équipe qui est derrière, c'est hyper important aussi, que la personne, elle appelle, elle est directement quelqu'un au téléphone, qu'on soit réactif, qu'on soit hyper amique, qu'on soit aimable aussi avec nos clients et les leads potentiels. Donc voilà, c'est vraiment ça. Nous, on s'amuse au jour le jour et le but, c'est que nos clients, finalement, ils s'amusent aussi en même temps que nous. Parce que stocker ses affaires, bon, il y a plein de raisons pour lesquelles il faudrait stocker ses affaires.
Mais il y a des fois des raisons qui sont un peu moins sympathiques où le client est stressé. Et nous, on est là un peu vraiment pour l'accueillir, lui prendre la main et lui dire voilà, c'est hyper facile, on s'occupe de tout, vous inquiétez pas. On vous enlève l'épine du pied et voilà, avec nous, tout va bien se passer. Mais c'est génial parce que tu es complètement à l'opposé de SureGuard. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent quand j'ai utilisé SureGuard, mais tu arrives, c'est un entrepôt, il n'y a personne, c'est vide, tu n'as pas de lumière dans ce truc. C'est hyper froid et impersonnel, quoi. Tout à fait. Ben, c'est ça l'idée aussi. C'est vraiment déjà au niveau de l'expérience, c'est que nos clients aient une expérience cool avec tout ce qui est stockage. Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est chiant, il faut se déplacer, il faut acheter des boîtes. Tu es accueilli dans un truc hyper froid, c'est du béton, de la tôle. C'est pas du tout hyper friendly, quoi. Et puis, voilà. L'avantage chez nous, c'est effectivement l'expérience client et vraiment c'est là aussi où on pousse le vice, on va dire, et le service très loin. C'est que l'expérience client, étant donné que le client ne doit pas se déplacer, il ne doit pas faire tout ce qui est désagréable dans le stockage, ben, l'expérience client, elle devient beaucoup plus friendly tout d'un coup, beaucoup plus sympathique. Et finalement, on dit toujours aux clients, je veux dire, vous n'avez pas utilisé votre temps pour faire ce genre de choses. Je veux dire, c'est notre boulot. C'est notre boulot, on le fait et on le fait pour un prix, je veux dire, pour le même prix. Il n'y a aucune raison qu'on… Voilà. Donc, et c'est vraiment là-dessus qu'on joue aussi. Et la majorité de nos clients, au début, on me disait, mais elle est où l'arnaque, tu vois? Je veux dire, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible que vous faites la même chose que les autres, pour des fois même moins cher. Mais voilà, en mieux, je veux dire, voilà, il y a sûrement une arnaque quelque part, un stud quelque part. Eh bien non. Parce qu'on a un modèle justement qui nous permet de délivrer ce genre de service-là à des prix totalement, je veux dire, concurrentiels et sans que le client doive prendre son temps, des fois prendre congé au bureau pour pouvoir justement gérer ça, se déplacer, voilà. Non, c'est fini ça, on perd plus son temps pour stocker ses affaires maintenant. C'est le stockage qui vient littéralement, je veux dire, au client ou à vous. Et puis nous, on s'occupe de tout le reste. Voilà, c'est tout. Et du coup, le stockage, ça se passe comment? Parce que tu payes pour la quantité d'objets que tu dois stocker. Comment tu fais pour dire, bah tiens, un canapé, ça coûte ce prix-là, et une petite boîte, ça coûte ce prix-là? Et surtout, où est-ce que tu mets tout ça? Tu as loué un grand bâtiment où tu mets tout? Enfin, je me demande comment ça fonctionne. Je te demande pas de révéler tout ton business. Il n'y a aucun problème. De toute façon, nous, on est transparent sur toute la ligne, aussi bien en interne qu'en externe. Donc, je n'ai rien à te cacher, en tout cas pour aujourd'hui. Non, en fait, c'est très très simple. Je veux dire, chaque article, nous, on a un calculateur en interne qu'on a développé. Et pour chaque article, on a des dimensions en volume, que ce soit en mètres cubes ou en mètres carrés, approximatives. Maintenant, un canapé n'est pas un autre, ça c'est évident. Et donc, de ce fait-là, on peut donner une estimation au client. Une fois qu'on récupère les biens des clients, de toute façon, nous, on recalcule tout. Parce qu'on a chez nous, effectivement, des machines qui calculent l'espace, ou le volume en tout cas, par objet. Ce qui nous permet d'être vachement précis par rapport au volume réel occupé par les objets du client lors du stockage. Et le client ne paye que l'espace qu'il utilise réellement. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on donne une estimation au client. Et si l'estimation change, on tient directement le client au courant de ça. On lui donne la nouvelle estimation, enfin, le nouveau volume réel stocké. Et voilà. C'est comme ça qu'on déroule. Simple, hyper transparent, hyper simple. Vraiment, il n'y a pas de… Il n'y a rien à faire en plus. Et donc, on va chercher les affaires chez le client. À partir de ce moment-là, c'est sous notre responsabilité. Les biens sont assurés par nos soins et nos assurances. On transporte ça dans des zones de stockage sécurisées. On en a plusieurs à Bruxelles en périphérie. Et une fois que tout est stocké, tout est indexé. Donc le client voit tout ce qu'il stocke sur son compte avec photo descriptif. Et quand il en a besoin, en un clic, un coup de téléphone, un mail, on le ramène chez lui. C'est hyper simple, c'est vraiment hyper facile. Tous les biens de nos clients sont assurés aussi bien durant le transport que durant le stockage. On a des zones de stockage qui sont hautement sécurisées par nous-mêmes. Parce que donc, je t'ai dit que j'étais associé dans une autre entreprise, mais je suis associé aussi dans une entreprise de sécurité. Donc voilà, ça tombe bien. Ça tombe bien aussi. Rien n'est stocké à même le sol et les entrepôts sont chauffés en hiver et ventilés en été. Donc on garantit vraiment des conditions de stockage optimales, aussi bien pour des objets que pour des archives ou pour d'autres choses. On stocke beaucoup de choses. On a des clients aussi bien au niveau de l'archivage dans tout ce qui est profession libérale, tout ce qui est pièces d'art aussi, mais voilà, tout ce qui est aussi meubles et objets. Voilà, on a une possibilité de répondre à une demande de stockage très très large. Tu as déjà eu des demandes bizarres de trucs à stocker? Donne un exemple. Je sais pas, un truc qui sort du commun, quoi. Tu vois, un truc qui un peu louche, quoi. Un peu louche. Non. De prime abord. Pas encore une demande bizarre. De prime abord, pas. Non, parce que toutes les demandes valent la peine d'être étudiées. On n'a pas eu de demande bizarre à part entière.
La seule chose qu'on nous a demandé quand même quelques fois, c'est de stocker du food. Ouais. Et ça, c'est la seule chose qu'on ne stocke pas. Voilà, ça, il faut mettre une limite à un moment ou à un autre. Ce n'est pas notre core business. Et donc tout ce qui est food, on ne stocke pas. Et on n'est pas, on va dire, un service de stockage e-commerce où on va relivrer chez le client final, chez le user. Ça, on ne fait pas. Non. Voilà. Et donc tu décides de te lancer en entrepreneuriat. Est-ce que ton entourage a réagi? Comment est-ce qu'il a réagi? Est-ce qu'il t'a soutenu? Est-ce qu'il t'a pas soutenu? Parce que ça varie d'un entrepreneur à l'autre en fait. C'est vrai. Mon entourage, ils n'ont pas trop eu le choix vu qu'ils m'ont vu évoluer un peu comme un entrepreneur vu que j'ai commencé à vers 17 ans. Donc finalement, ça s'est hyper bien. Enfin voilà, c'était presque naturel. Il n'y a pas eu de questions qui sont posées spécialement. C'était juste plus au niveau du projet, je veux dire, que j'allais développer, que les questions se posaient et que voilà, les interrogations se posaient. Maintenant, il y a toujours des gens qui sont pour ou qui croient en la chose, des gens qui croient un peu moins. Mais finalement, comme je t'ai dit, le projet, c'est un faible pourcentage. Ce qui est important, c'est la manière dont tu le développes et l'entrepreneur et la team qui est derrière. Et donc voilà, et c'est ça. Et finalement, c'est un petit jeu souvent avec mes amis. Il y en a qui croyaient pas en l'idée, d'autres qui croyaient en l'idée. Et par après, ceux qui ne croyaient pas disent ah bien, well done. J'ai toujours cru en toi. J'ai toujours cru en toi, l'idée un peu moins, mais effectivement, voilà, je vois qu'effectivement, tu as eu une bonne idée ou tu as suivi en tout cas un segment de marché où il y avait vraiment une demande. Ils trouvaient que c'était trop simple, trop évident, quoi. Pas spécialement, mais tu sais, quand tu connais pas certains secteurs, c'est un peu dur de s'imaginer, de savoir s'il y a une demande ou pas. Le secteur de stockage, c'est pas quelque chose de très sexy. Je veux dire, il y a peu de gens qui le connaissent vraiment. Et donc voilà, donc quand tu ne connais pas, tu t'y intéresses pas, tu sais pas s'il y a vraiment des demandes sur ce secteur, sur ce marché-là. Tu as eu des grosses difficultés sur ton parcours? Il y a toujours des difficultés. Chaque jour est un nouveau jour où des nouveaux défis arrivent. Après, je veux dire, chaque difficulté, aussi grosse soit-elle, que ce soit grosse ou petite finalement, je veux dire, vaut la peine d'être surmontée. Et donc, il n'y a jamais de mur. C'est ça le principal. Il n'y a jamais de mur qui se mettent devant toi. S'il y a des murs, c'est murets. Et donc, tu les enjambes ou tu trouves un moyen pour les passer. Donc voilà, c'est comme ça que moi je le vois. Donc chaque difficulté ou challenge, plutôt j'appelle ça des challenges, je dirais bon à prendre, moi j'aime bien, c'est ça qui m'excite aussi. Ça pimente un peu ça pimente un peu effectivement le day-to-day. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu ne sais jamais ce qui va se passer dans ta journée. Donc tu penses que ta journée va commencer comme ça et finir comme ça, mais finalement tu es loin du compte parce qu'il y a toujours des nouvelles variables qui rentrent en jeu. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que chaque jour est différent. Il y a chaque fois des nouvelles problématiques, il faut trouver des nouvelles solutions, il faut être inventif, il faut être créatif. Et c'est ça qui est génial. C'est trop bien, parce que tu n'as pas du tout de routine, quoi. Non, exactement. Il n'y a pas de routine, c'est pas du tout un parcours linéaire. D'ailleurs, quand tu vois des graphes, je veux dire d'une start-up, c'est souvent en dents de scie. C'est vraiment comme ça que c'est caractérisé et catégorisé, que ça catégorise le secteur des start-up. À un moment ça monte, puis ça peut descendre, et puis ça remonte, et puis tu sais pas pourquoi ça redescend à un moment ou un autre. C'est vraiment, c'est un peu les montagnes russes. Et donc tu t'es jamais dit ça marche pas, je passe à autre chose. T'as jamais entre guillemets voulu lâcher le morceau, quoi. Il y avait aucune raison de lâcher le morceau, on va dire. Tous les voyants étaient au vert et le sont toujours. Et voilà, même si des fois tu as des voyants orange ou qui deviennent rouges. Si tu arrives à les faire passer au vert, il n'y a aucune raison d'abandonner. Maintenant, effectivement, il y a des fois où l'idée n'est pas bonne, où la personne ou la team n'est pas la bonne pour cette idée-là peut-être, où il n'y a pas de marché. Et effectivement, alors là, voilà, mais tu t'en rends compte assez rapidement, je veux dire. C'est ça, en général, tu t'en rends compte au début, si tu as un marché ou pas. Tu le vois rapidement, quoi. Je veux dire, si tu fais les choses normalement, tu le sais dès le départ, tu testes ton marché, c'est une des premières choses que tu fais aussi, quoi. Après, quand tu lances une aventure entrepreneuriale, en général, tu n'as pas énormément de fonds, sauf si tu as travaillé avant et que tu as pu mettre de côté. Mais donc, étant donné que tes fonds sont limités, tu brûles et tu dépenses tout très très vite. Vu que tout coûte de l'argent, même pour les startups. On est dans un pays où on te demande de payer avant même que tu aies gagné le moindre euro, tu dois quand même payer déjà des choses. Donc l'argent part très très vite, ça c'est la chose qui part le plus vite. Et donc tu te rends compte très très vite ou pas s'il y a un potentiel de faire de l'argent ou pas avec ton idée, quoi. Niveau temps, est-ce que tu dois travailler 15 heures par jour pour t'en sortir ou tu arrives encore à gérer au niveau time management? Qu'est-ce que tu appelles t'en sortir? Par exemple, est-ce que tu dois taper des journées de 16 heures de boulot pour faire vivre ton business? Est-ce que tu dois? Je pense pas. Est-ce que tu veux?
Oui, la réponse est clairement oui. Moi, je suis mordu par ce que je fais et c'est ça qui me fait vivre à l'heure actuelle. Et je n'ai pas honte de le dire, ni aucun complexe, ça passe avant tout. Je veux dire, pour le moment, c'est ce qui passe avant tout et je le fais avec plaisir, quoi. Donc non, tu n'es pas obligé, non. Mais si tu veux avancer, développer et finalement que ton bébé grandisse le plus rapidement possible, il faut mettre toutes les chances de ton côté. Donc faut bosser. Et effectivement, après, bon, voilà, il faut bosser de manière intelligente et en étant productif. Il ne faut pas oublier de se reposer, très important aussi. Sinon, c'est burn-out assuré. Donc moi je fais effectivement attention de quand même avoir entre 6 et 7 heures de sommeil par jour et dès que j'ai le temps et dès que j'ai l'opportunité un petit moment je vois mes amis, on en discute avec plaisir. Il faut s'ouvrir au monde aussi, ça sert à rien de rester fermé dans ton bureau, dans ton cocon parce que c'est en discutant avec les gens, en confrontant ton idée avec d'autres personnes aussi bien les gens que tu connaisses pas, que tu avances, et c'est comme ça qu'il faut. Il faut vraiment faire un zoom out et sortir ta tête un peu du guidon pour vraiment avancer. Et ça fait partie d'un tout, mais ce tout prend du temps effectivement. Et j'ai pas de problème à le dire. Et donc voilà, si tu veux tout savoir, moi j'ai commencé à travailler sur l'idée en fin 2014. J'ai lancé la société en fin 2015 pour principalement commencer déjà le développement de la plateforme, tout ce qui était facturation et tout ça. Et c'est depuis septembre 2016 qu'on est vraiment live sur le marché. Donc il y a quand même eu du temps. Il y a eu du temps. Et je préférais prendre mon temps et être sûr de vers où j'avance plutôt que de vouloir faire les choses très très vite et de perdre de l'argent et finalement de perdre du temps. Mais après, quoi, finalement, c'est ça. Donc, patience, quoi. Voilà. Moi c'est mon profil. Je suis quelqu'un d'assez posé et de réfléchi. Je prends des risques, mais quand ils sont calculés. Donc voilà, ça dépend après du profil de chacun. Oui, c'est ça. Il faut prendre le temps de développer ton idée, quoi. Tu as dit que tu allais aller chercher le feedback chez les gens. Comment tu fais pour faire le tri entre le feedback entre le bon et le mauvais feedback? Parce que les gens, j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit voilà, ce qui compte, c'est qui tu écoutes et tu dois chercher le feedback des gens qui sont concernés par ton idée. Comment tu t'y prends pour faire le tri? Après, moi, je pars du principe que tout feedback est bon à prendre, que ce soit positif ou négatif. Après, bon, il faut analyser effectivement, comme les autres personnes t'ont dit, la personne qui te donne le feedback. Si c'est un client, je pars du principe que le feedback est bon à prendre du client parce que c'est son ressenti. Après, des fois, son ressenti n'est peut-être pas effectivement justifié ou pas, mais c'est qu'il y a une raison. Il faut savoir pourquoi il y a une raison. Sinon, tu as d'autres personnes dans ton entourage qui... Tu as des fois de la jalousie, donc tu as des fois des feedbacks qui ne sont pas constructifs, mais tu te rends compte directement quand un feedback est constructif ou pas. S'il n'est pas constructif, tu peux directement l'écarter ou le mettre de côté si tu vois que ça n'a aucun sens. Si c'est de critiquer pour critiquer alors que la personne n'a pas testé le service, n'a aucun contact avec le service ou le marché. Et donc voilà, moi je prends tout, j'analyse tout et puis je trie, je classe. Et c'est ça qui permet aussi d'avancer. Et je pense qu'il faut être ouvert à tout, aussi bien du positif que négatif, et ne pas fermer l'écoute en tout cas de prime abord. Parce que si tu fermes l'écoute à quelqu'un qui aujourd'hui te donne peut-être un feedback qui n'est pas très constructif, demain peut t'en donner un bon, mais tu seras plutôt réfractaire à ce qui va t'avancer. Moi je pense qu'il faut rester ouvert. Et toi tu dois savoir effectivement où tu en es, ce que tu vaux, ce que ton entreprise vaut, et remettre en question avec les gens en interne, et analyser. Tu as dit qu'on était dans un pays où il fallait payer avant même que tu gagnes le moindre euro. Est-ce que tu trouves que la Belgique est un mauvais pays pour entreprendre, entre guillemets, ou est-ce que tu vois que ça bouge et que ça devient de plus en plus entrepreneur-friendly, entre guillemets? Il y a une évolution, c'est sûr. Maintenant, comme toute évolution en Belgique, c'est très lent, malheureusement. Maintenant, je ne sais pas parce que je ne peux pas comparer par rapport à un autre pays. Je n'ai pas eu l'opportunité de développer encore dans d'autres pays. Maintenant, c'est clair que quand on pense à entrepreneuriat, start-up, on pense aux États-Unis. Et donc, on a l'image, aux États-Unis, c'est différent. Maintenant, je pense qu'il faut vivre dans le pays dans lequel on vit, avec les lois locales et avec la manière de fonctionner locale. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Faut le vouloir. La preuve où j'en suis et où la majorité des startups et des entreprises en sont, c'est ils ont su développer quelque chose en Belgique, même si tout n'est pas ultra favorable. C'est pas grave, on fait avec et on continue à avancer. Il faut juste savoir ce qui se passe et comment ça se passe dans ton pays. Après, tu tiens compte des points positifs comme des points négatifs et tu avances. Il y a des clients qui ont été
entre guillemets, réfractaires en voyant ton offre, en disant qu'est-ce que c'est que ce type qui va chercher mes affaires pour les stocker Est-ce que tu as eu des réactions entre guillemets négatives? J'ai eu des réactions négatives, je sais pas, mais des gens un peu frileux effectivement au départ. C'est normal parce qu'on vient avec un nouveau service, les gens ne connaissent pas, ni en Belgique ni en Europe principalement. On est loin d'avoir la mentalité américaine ici ou être au courant de tout ce qui se passe là-bas. Donc oui, j'ai eu au début effectivement des gens « Ah mais non, moi je veux avoir accès à ce que je stocke et tout ça ». Et puis quand tu creuses un peu, quand tu discutes avec les gens, tu te rends compte qu'ils doivent finalement y avoir quasi jamais accès. Donc est-ce qu'il y a un réel intérêt de devoir? Et quand tu leur expliques, quand tu mets sur une balance finalement le service qu'on leur propose et finalement le gain de temps qu'ils ont et des fois aussi le gain d'argent, ils font vite la part des choses. Maintenant, oui, il y en a toujours, il y en aura toujours. Il y a plusieurs courbes, je veux dire, au niveau des clients. Tu as les early adopters qui sont eux les premiers à vouloir tester et à vouloir consommer ton service, même s'ils n'en ont pas forcément besoin autant que d'autres. Mais voilà, ils sont chauds, c'est un nouveau truc, c'est des jeunes, il y a de la technologie derrière, on va tester. Et puis tu as d'autres qui ont besoin de services mais qui sont un peu plus réfractaires et qui ont un peu plus un esprit un peu plus vieux jeu ou traditionnaliste, on va dire. Voilà, ça c'est des personnes qu'on aura en seconde vague ou en troisième vague peut-être. Mais voilà, il y a un temps pour tout. Et finalement, je pense que ce genre de solution visera à se démocratiser dans le temps parce qu'on a moins de temps. C'est de plus en plus dur de se déplacer en ville. On perd énormément de temps dans les embouteillages. Tout le monde n'a pas une voiture ou une camionnette pour déplacer ses affaires. On parle aussi de l'ubérisation des véhicules. Donc fatalement, un véhicule ne peut être utilisé peut-être que par une seule personne, une seule famille, mais peut-être se partager. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui jouent aussi par rapport au service qu'on offre. Donc je pense que honnêtement, sur le long terme, la majorité des solutions de stockage, on va dire, vont se diriger vers notre service. Et on voit même actuellement des concurrents qui ont des solutions traditionnelles, mais proposent aussi de venir chercher les biens de la logistique derrière chez les clients. Si tu devais recommencer depuis le début, que tu avais une idée comme ça, comment tu la testerais? Comment tu t'y prends aujourd'hui si tu as une idée pour la tester? Pour la tester, faire une MVP. Donc faire vraiment ce qu'on appelle un produit minimum viable qui ne te coûte pas d'argent, ou quasi rien en tout cas, que tu peux déployer très rapidement et que tu peux tester très rapidement. Et il faut y aller. Et puis go to market, tu développes, je parle par exemple dans mon cas d'une plateforme, tu développes une petite plateforme et puis tu vas sur le marché, tu vas tester, choper des clients et tu vois effectivement s'il y a vraiment une sensibilité par rapport à ton offre, à ce que tu proposes. Voilà, mais je veux dire que ça je ferai ça après l'étude, je veux dire plus une étude de marché, c'est ce que je ferai au préalable. Et puis voilà, MVP, tu testes à moindre coût. Le but c'est vraiment d'être lean, donc c'est vraiment d'avancer et d'arriver le plus rapidement possible à voir ou pas si ce que tu fais est juste ou pas. Et puis après si tu es sur la bonne voie, tu continues à avancer petit peu par petit peu sans que ça te coûte des fortunes. Mais le but c'est ça, tu testes à moindre coût et que ce soit le plus rapidement possible. Comme ça, si jamais tu dois te crasher, si jamais tu dois tomber, tu le fais le plus rapidement possible, ça te coûte pas très cher et tu te relèves. Tu fais une fast quoi. Exactement, tout à fait. On arrive déjà à la question de la fin. C'est une question que je pose à la fin de tous les podcasts. Si tu avais un conseil à donner à un jeune ou à quelqu'un qui veut se lancer, ce serait quoi ton conseil? Alors mon conseil, c'est déjà de ne pas avoir peur, de se lancer. Quand on ne connaît pas, on peut effectivement être un peu frileux à ce niveau-là. Maintenant, il faut s'entourer, bien s'entourer. Et il y a assez que ce soit d'entreprises ou de structures d'accompagnement qui peuvent effectivement donner toutes les informations. Donc il faut vraiment bien s'entourer, ne pas avoir peur et trouver aussi le futur problème à résoudre sur ce marché. Si j'ai des choses à stocker, où est-ce que je trouve Boxify? Alors Boxify c'est très simple, tu peux aller online sur notre site, donc www.boxify.be ou bien tu peux nous appeler simplement au 02 318 59 16. Tu peux nous taper aussi Boxify dans Google ou stockage en Google, tu tomberas de toute façon sur nous à un moment ou à un autre. Mais c'est vraiment super simple. Et via notre site, tu peux nous contacter soit via un mail, soit via le chat de notre site, soit via téléphone, ou bien encore même, si tu n'as pas de questions, tu peux directement commander en ligne. Merci Ilan. Merci beaucoup à toi.